La seconde partie de notre débat consacrée à ce double meurtre à Magnanville dans les Yvelines, un couple de policiers tués par un jeune radicalisé, un Français du nom de Larossia Bala, qui a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. On va écouter à nouveau le procureur de Paris, François Molins, c'était à la mi-journée. Le tueur a indiqué être musulman pratiquant et faire le ramadan. Il a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique, Amir al-Baghdadi. Et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Alain Juillet, hors antenne, vous me parliez justement de l'impact psychologique. Finalement, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. C'est ça aussi le message de l'organisation de l'État islamique. C'est le but, si vous voulez, avec une évolution qu'on va voir la suite. Mais pour le moment, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une tuerie de masse avec le Bataclan et que là, on a basculé sur du terrorisme individuel. Et toute la question du futur, ça va être de savoir s'il continue sur le terrorisme individuel ou s'ils repartent sur le terrorisme de masse. Est-ce que ça ne va pas être les deux finalement, comme ce qu'on a vu ces derniers mois? Il faut espérer que non, parce que d'un autre côté, la tuerie de masse du Bataclan a été très très mal accueillie dans beaucoup de pays arabes, contrairement à ce qu'on a raconté, parce que les gens m'ont dit ça c'est pas bien parce qu'ils ont tué des musulmans. C'est le problème d'ailleurs des djihadistes salafistes par rapport aux autres. C'est Al-Qaïda, si vous voulez, par rapport à Daesh. À savoir, Al-Qaïda dit on ne tue pas des musulmans, alors que Daesh dit tuer les musulmans comme les autres. À partir du moment où ils ne prennent pas les mêmes idées que nous. Et ça, c'est très important, parce que si on bascule sur le terrorisme individuel, c'est à la fois beaucoup plus dur pour la police, mais ça aura beaucoup moins d'impact au niveau du nombre de gens touchés. Mais il faut être honnête, en terrorisme, une personne qui subit une attaque terroriste et qui en meurt, ça a un impact considérable sur la population parce que ça crée un sentiment d'insécurité totale. Alors quand on cible très précisément, comme ça a été rappelé, des gens bien identifiés, type les policiers, les militaires ou d'autres, eh bien à ce moment-là, on est en plus... on va complètement déstabiliser une population parce qu'il faut beaucoup de courage, ça a été rappelé tout à l'heure, il faut beaucoup de courage pour tenir sous une pression pareille, on se dit on est menacé jour et nuit. Ce qui n'est pas une vie tout à fait normale pour des gens normaux. Philippe Lavenu, il y a la peur aussi, parce que finalement c'est très compliqué de neutraliser ces hommes qui n'ont pas peur de mourir, parce que c'est ça aussi leur spécificité, c'est que ce sont des kamikazes et qui n'ont pas peur de la mort. Donc j'imagine quand on est policier, quand on est face à un homme qui n'a pas peur de mourir, d'une certaine manière il a une supériorité sur vous. Oui, puis on ne sait pas jusqu'à où ils peuvent aller. Oui. On va reprendre l'exemple d'hier. Les collègues intervenants ne savaient pas si il était armé d'armes à feu, s'il était bardé d'explosifs. Donc il y a toutes ces interrogations, puisqu'il y a eu des précédents. Donc on n'intervient pas, ce n'est pas une intervention banale. D'autant qu'a priori, il est resté des survivants, notamment le petit enfant de 3 ans et demi. Donc il faut prendre toutes les précautions. Mais dans le système de l'apport, effectivement, dans l'esprit des gens, j'imagine que ça se passe comme ça. Si on arrive à assassiner des policiers chez eux, si les policiers sont en danger, le Kidam, il l'est encore plus. Encore plus. Donc c'est un système de terror bien organisé. C'est 2 systèmes différents, mais 2 systèmes qui essayent de déstabiliser. Il y a la volonté de déstabiliser finalement notre système et notre démocratie, parce que c'est ça finalement l'enjeu pour ces terroristes. Pascal Popelin, est-ce qu'il y a un problème avec, pardonnez-moi, mais je suis obligée quand même de poser la question, avec l'islam radical? Je vous pose la question parce qu'en ce moment ça fait débat justement aux États-Unis. Je pense au discours qu'a tenu hier la candidate démocrate Hillary Clinton, qui refuse d'employer le terme d'islam radical, et Barack Obama aussi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème avec l'islam radical? Parce que cet homme, il a crié une fois encore Allahu Akbar, comme la plupart de ces terroristes. Il a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Est-ce que c'est un problème chez nous? C'est un problème de sémantique, parce que... est-ce que vous utilisez cette sémantique islam radical? Vous dites qu'il y a un problème avec l'islam radical. Donc on emploie le terme islam, on dit un problème avec l'islam. Le problème, c'est que quand on emploie le terme d'islam radical, si on est effectivement précautionneux dans sa manière de s'exprimer, tout va bien. Mais pour certains, on n'entend que le premier mot de la phrase, et ça devient, on a un problème avec l'islam. Allah Akbar, c'est quelque chose que des gens qui sont des citoyens paisibles, qui pratiquent librement leur religion, disent dans leur mosquée, et ça ne pose pas un problème. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté. Est-ce qu'il faut trouver... Moi, par exemple, je n'emploie pas non plus État islamique, parce que je dénie qu'il s'agisse d'un État au sens où les Nations Unies reconnaissent les États. Je parle de Daesh, mais enfin en même temps c'est un acronyme qui veut dire la même chose. Ces questions de vocabulaire sont moins importantes
il faut les régler. La question du vocabulaire est intéressante parce qu'elle pose la question du tabou. Le tabou de l'islam. Il faut appeler un chat. De cette peur finalement de faire une stigmatisation, de stigmatiser une communauté. Or, il y a un problème aujourd'hui avec l'islam. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec l'islam radical, c'est-à-dire il y a un problème avec, je sais pas, 0,5% et encore des musulmans qui sont pratiquants ou non pratiquants en France. Donc c'est vrai que c'est difficile pour 0,5% de prendre le risque, par la manière dont on s'exprime, de porter une globalisation sur des gens qui sont y compris les premières victimes, ou qui, quand il y a des attentats, on en parlait tout à l'heure, font aussi partie des victimes de ces gens-là, et qui, sur les territoires où, en Syrie, en Irak, etc., sont tués en masse, parce qu'ils sont considérés comme des mécréants, ou en tout cas comme des gens qui n'appliquent pas suffisamment les préceptes de ce qui est le dévoiement que ces gens-là considèrent d'une religion. Cette réaction d'un internaute, en ne citant jamais l'islamisme, Hollande entretient le dangereux amalgame avec les musulmans intégrés. Alain Juillet. Oui, justement sur cette notion, ce problème avec l'islam radical. Dans le combat médiatique et idéologique et religieux qui est mené, il faut appeler les choses par leur nom. On ne les appelle pas suffisamment par leur nom. Moi je pense qu'il faut, parce que quand on parle d'islam radical, c'est justement comme ça dit, ça permet de différencier l'islam en général, l'islam malakite ou tous les autres qui sont des islams tranquilles et qui vivent très bien, et qui ont toujours très bien vécu, avec une petite partie de l'islam qui est une véritable secte en définitive, il faut quand même dire les choses comme elles sont, qui est une secte de l'islam très extrémiste, qui est venue d'Arabie, faut pas l'oublier, avec Wahhab, mais qui a été ensuite alors amplifié récemment en Syrie par Abu Mansour al-Souri, qui est le théoricien de Daesh. Où là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un islam religieux. On est dans un système dans lequel on veut imposer à tous, y compris aux autres musulmans, sa propre vision sous peine de mort. Est-ce que vous l'avez vu prospérer, vous qui avez été à la DGSE, ou que c'est très bien les services de renseignement, est-ce que vous l'avez vu prospérer, est-ce que vous l'avez vu monter en France, cet islam radical, et est-ce que d'une certaine manière, je poserai la question, Pascal Popelin, est-ce qu'il n'y a pas une forme de clientélisme? Est-ce que les élus n'ont pas, pour certains, fermé les yeux? Non, je crois qu'il y a un déni de réalité collectif qui s'est posé en France et qui, à mon avis, parce que la pression est montée progressivement. On a vu arriver des imams qui ont fait des prêches incendiaires, mais on ne voulait pas y toucher au nom d'une certaine vision de la démocratie ou de la liberté. On a vu des gens ensuite faire des colloques, faire des déclarations vraiment invraisemblables. Tout ça, ça a été laissé parce qu'on ne voulait pas, au nom de la liberté, au nom de la démocratie, on voulait fermer les yeux. Et on a tellement fermé les yeux qu'à un moment, on s'est aperçu qu'on avait à l'intérieur de nous-mêmes, on avait quelque chose qui était d'une dangerosité absolue. Alors maintenant, évidemment, on s'est réveillé, on essaie de réagir, mais on a rattrapé 10 ans de retard de dérive qu'on a laissé faire. On a laissé faire. Bien sûr, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Farhad Khosrow-Khavar, est-ce qu'il n'y a pas que des problèmes purs. Ne croyez pas qu'il n'y a pas que la religion, comme ça a été dit tout à l'heure. Non, mais est-ce que la religion n'est pas finalement, Farhad Khosrow-Khavar, n'est pas finalement un exutoire pour ces jeunes qui ont un problème identitaire, qui n'ont pas de boulot aussi, qui se retrouvent à vivre dans des cités entre 4 bars HLM? Est-ce que finalement la religion n'est pas un exutoire pour eux, et en l'occurrence l'islam, parce que la plupart d'entre eux, il faut le dire, ont des parents qui viennent, qui sont issus de la religion musulmane et qui sont eux-mêmes musulmans. J'aurais aimé que les problèmes soient aussi simples. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mettons qu'en France, il y a grosso modo les 3/4 des islamistes radicaux qui viennent des banlieues. Mais il y a un quart maintenant qui vient des classes moyennes. Oui, bien sûr. Et par conséquent, on ne peut pas dire que c'est uniquement un problème de boulot ou de chômage ou d'exclusion sociale qui, en un sens, se projetterait sur l'horizon du sacré. Puis il y a les convertis. Il y a une dimension. Les convertis, par exemple, on sait très bien que maintenant, un peu partout en Europe, il y a entre 8% et 25% selon les pays. Eh bien, les convertis aussi sont, dans certains cas, des exclus, mais dans d'autres cas, des gens de classe moyenne. Par conséquent, le problème est beaucoup plus compliqué que de dire c'est la radicalisation de l'islam, l'islamisation de la radicalisation et de la radicalité, etc. C'est les deux. Il y a un phénomène de masse lié au mal-être d'un certain nombre de jeunes qui projettent leur haine de la société sur un horizon religieux dont ils ne maîtrisent d'ailleurs pas les tenants et les aboutissants. On voit très bien dans les banlieues un certain nombre de ces radicalisés qui ne connaissent même pas les 5 prières quotidiennes.
il y a une version radicale de l'islam, mais cette version radicale de l'islam est vraiment, je dirais, ultra minoritaire. Par contre, dire que ça n'a rien d'islamique, c'est faux aussi. Je veux dire, il y a une dimension dans la surinterprétation de l'islam en fonction de ce qu'on pourrait appeler un djihadisme qui a une part de ses racines au Moyen-Orient, surtout arabes d'ailleurs, et une part de ses racines dans ce qu'on pourrait appeler le mal-être des jeunes occidentaux. Et donc c'est cette espèce de, d'articulation entre deux phénomènes délétères qui donne naissance à l'islamisme radical. Il est totalement faux de dire que ça n'a rien de religieux. Il est totalement faux de dire que ce n'est que du religieux. C'est du politico-religieux, c'est la haine de la société, c'est la projection de ce qu'on pourrait appeler un humanitarisme mal compris chez les jeunes hommes et filles qui sont partis en Syrie. La haine du consumérisme aussi. Le consumérisme a un rôle beaucoup plus ambivalent, c'est-à-dire c'est une sorte de rejet du consumérisme, mais sous une forme beaucoup plus puritaine, et en même temps c'est aussi une forme de consumérisme, je dirais, dans la consommation du sang. Je veux dire, il y a comme une forme de consumérisme superlative à l'envers, sur le corps, sur le sang, sur la mise à mort de l'autre, une surabondance symbolique sur ce plan-là. Donc, c'est un phénomène social complexe qu'on ne peut pas réduire à un seul aspect. Enfin, en tout cas, pas un seul aspect socio-économique en l'occurrence. Pascal Popelin, Hillary Clinton hier a eu un discours assez courageux, la candidate démocrate pour l'élection présidentielle. Elle a mis en cause les alliés des États-Unis, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar. L'Arabie Saoudite est né le wahhabisme, qui a donné naissance à cette idéologie, notamment au salafisme, alors pas au quiétisme, mais en tout cas à une branche radicale du salafisme. Est-ce que nous aussi, on ne devrait pas dire à nos alliés, est-ce qu'on ne devrait pas entendre François Hollande dire, au même titre qu'Hillary Clinton l'a fait, pointer du doigt la responsabilité de nos alliés que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite? Oui, je ne sais pas si c'est la responsabilité immédiate, si c'est la responsabilité mais on aura passée, mais oui. Peut-être qu'il faudrait le dire un jour, non? À un moment donné, je pense d'abord que ça a déjà fait l'objet d'échanges, parce que, y compris parfois, quand on crée Frankenstein, on le voit s'échapper ensuite. Vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont illustrés dans l'islamisme radical et qui avaient été au départ sponsorisés par la CIA. Donc, il est clair qu'il faut qu'il y ait absolument aucune complaisance de tous ces États qui prétendent aujourd'hui qu'ils ont rompu tous les liens, qui prétendent qu'ils ne financent plus. Mais je pense que c'est dit dans les échanges qui existent et qui sont les échanges diplomatiques, mais je pense que ça doit être dit publiquement. Et ça aurait dû être dit, pardonnez-moi, ça aurait dû être dit plus tôt. On voit qu'Hillary Clinton lance le mouvement. Moi, je souhaite elle lance le mouvement, mais ceci étant dit, elle a été chef de la diplomatie, elle l'a peut-être pas dit précédemment, et son mari, Bill Clinton, ne l'a pas dit non plus. Donc aujourd'hui, elle a une certaine forme de courage, mais elle a mis du temps à être courageuse. Très bien, mais moi, c'est jamais trop tard. C'est jamais pour moi trop tard quelqu'un qui devient courageux. Et en l'occurrence, je préfère le discours de vérité d'Hillary Clinton à d'autres discours qu'on entend aux États-Unis et qui m'inquiètent bien davantage, parce qu'ils ne sont pas la réponse à ce type de sujet. De la même manière que je pense que ça n'est pas la réponse en France d'imaginer que nous allons, sur tous ces problèmes de surveillance et de suivi de ces individus radicalisés, échapper au processus de notre droit commun et de la judiciarisation. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse des Guantanamo à la française, d'une part parce que Guantanamo... C'est ce que propose, Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. D'une part, ça n'a pas marché, ça a eu des conséquences dramatiques et des violations des droits de l'homme terribles, et pour des résultats qui, on voit bien que ça n'a pas empêché les États-Unis de se trouver confrontés à ce type d'événement. On va l'écouter, si vous voulez bien, Pascal Popelin. Valérie Pécresse, elle propose, à l'issue donc de la peine d'un présumé djihadiste, de les placer dans des centres de rétention pour pouvoir continuer à les surveiller. C'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Le meurtrier avait été déjà condamné pour des faits de terrorisme à des peines de prison. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort de prison? Et on sait bien qu'en France, malheureusement, le drame de la France, c'est l'absence de suivi. Moi, je suis favorable que ces détenus, quand radicalisés, quand ils sortent de prison et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'ils aient changé d'avis, ils soient placés en centre de rétention parce qu'ils sont un danger pour l'ensemble de la communauté. Alors, c'était chez nos confrères d'ITélé et pas d'Europe. Alain Juillet, vous êtes, vous aussi, favorable à ces centres de rétention ?
Je crois qu'il faut être très prudent parce que quand vous voyez, par exemple, en Irak, ils avaient fait un centre de rétention, une prison. Après la fermeture d'Abu Ghraib, ils ont fait une autre prison où il y a eu Baghdadi et plein d'autres, et Zarqawi d'ailleurs, qui a été son mentor au départ. Hein, ils étaient tous ensemble dans les mêmes prisons et ils se sont passés tous les trucs entre eux. Et résultat, quand ils sont sortis de ce centre d'internement, eh bien, ça a été pire qu'avant. Donc je crois qu'il faut être très prudent là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous regroupez des gens qui sont déjà à un stade de difficultés majeures par rapport à la société, ils vont s'encourager entre eux à être encore pire. Et les Belges ont fait un essai très intéressant. Ils ont pris des djihadistes qui revenaient de Syrie et ils les ont mis dans des maisons pour les dédjidaïser. Vous y croyez à ça? Bon. Non, justement, ils ont des problèmes énormes, mais ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché vraiment. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vraie solution. Si ce n'est, en définitive, essayer de trouver des explications techniques pour que les gens se rendent compte qu'on les a emmenés sur une fausse voie. Hein. La plupart. Est-ce qu'on peut déprogrammer, vous pensez, quelqu'un entre guillemets? Bien sûr, avec le temps et en cherchant. Vous savez, tout individu, on peut le faire tomber. Ça, c'est la vieille règle des services de renseignement. Mais d'un autre côté aussi, tout individu, on peut le récupérer. Il faut savoir trouver les bonnes bases. Sur justement ces centres de déradicalisation, je pense au centre 2 qui a été mis en place par Dounia Bouzar, etc., la multiplication de ces centres, est-ce que franchement vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile? C'est-à-dire il faudra essayer d'améliorer le système. Ce n'est pas uniquement un phénomène psychologique de secte, parce qu'il y en a qui ne sont pas manipulés et qui y vont de leur propre gré. Mais en même temps, il faut comprendre que parmi ceux qui reviennent, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe des repentis. Il y en a qui sont sincèrement convaincus de l'impossibilité de faire du djihadisme sans faire du mal aux autres, et par conséquent, ils reviennent sur leur credo djihadiste. Mais il y en a aussi les endurcis. Les endurcis sont convaincus, c'est du béton. Les endurcis sont convaincus du bien fondé du djihad et ils voudraient faire du mal au pays quand ils sont de retour. Et puis là-dedans, il y a aussi les incertains. Il y a aussi les traumatisés. Par conséquent, il ne faut pas voir en eux comme une sorte de groupe monolithique. Il y a plusieurs sous-groupes et pour chacun, il faudra imaginer des formes de traitement appropriées. Ce n'est pas simple, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, il faudra, parce qu'il va y avoir plusieurs centaines. C'est la première fois en France qu'on voit plusieurs centaines de djihadistes. Avant, il y en avait une quinzaine, une vingtaine dans les prisons. Et maintenant, leur nombre a été démultiplié pratiquement par 7, 8, 9, 10. Et par conséquent, il faudra trouver des moyens pour faire revenir un certain nombre d'entre eux sur leur position. Et moi, je crois sincèrement que la société française a cette capacité-là. Il y aura une petite minorité qui sera radicale et qui demeurera radicale jusqu'au bout. Mais là, il faudra vraiment trouver d'autres solutions vis-à-vis d'eux. Philippe Lavenu, vous vouliez réagir oui, parce que là, on parle politique, on parle sociologie. Moi, mes collègues sont dans l'émotion. Tout ça, ça les dépasse complètement. Ça fait le 3e attentat. Dès le premier, des collègues étaient morts, ont été assassinés. C'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont envie d'entendre comment on fait pour que ces individus, alors qu'ils auraient pu être condamnés à 10 ans, notamment celui d'hier, et il a été condamné qu'à 3, et qu'il a fait que 2 ans et demi. Oui, c'est ça la question. Sursis, ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin d'inventer un arsenal juridique supplémentaire. Alors la question se pose par exemple en Israël, c'est intéressant, Israël qui lutte contre le terrorisme, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est vrai que les peines sont beaucoup plus lourdes en Israël lorsqu'il y a apologie du terrorisme, lorsque l'on passe à l'acte, les peines sont beaucoup plus larges, ou même aux États-Unis. Alors là, Pascal Popin, parce que c'est ce que vous demande Philippe Lavenu, il trouve que les peines sont... Il va terminer. Voilà, il y a des peines qui sont prévues. Nous, on demande des peines maximales. Alors, je vous dis pas que c'est la solution à long terme, mais c'est au moins une solution immédiate. Est-ce que ce que les gens ont envie d'entendre, pendant qu'ils sont en prison, ils ne nuisent pas. Et puis c'est bien ça le débat. C'est quand ils sont en prison, ils vont pas tuer les gens chez eux. Ils vont pas tuer les policiers chez eux. Donc mettez-les en prison. Et quand on aura trouvé un système où ils peuvent être réinsérés, où on peut les rattraper, les récupérer, vous avez employé, excusez-moi, donc vous êtes assez d'accord avec Valérie Pécresse qui parle de centre de rétention. Vous dites finalement ça c'est mieux que rien que de les laisser courir dans la nature. Mais là, s'il aurait pu prendre 10 ans, il aurait fallu lui donner 10 ans. Il aurait fallu des peines plus lourdes. Bien sûr. Justement, Pascal Popelin,
quand on voit des pays, par exemple, comme Israël, où vous le disiez, Farhad Khoshkokhavar, les États-Unis, où les peines sont beaucoup plus lourdes. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas des peines plus lourdes pour ces gens qui sont condamnés, notamment comme cet homme qui a participé à des filières de recrutement au Pakistan? J'observe tout d'abord que dans ces pays où ces peines plus lourdes existent, ça n'a pas endigué le phénomène et que ça n'a pas donné une protection à toute la population, parce que tous les jours en Israël, il y a des gens qui se font poignarder, les événements des États-Unis que nous avons vus. Donc les peines, on dit c'est pas dissuasif. Hein. Les peines, on les a déjà. Des peines, c'est jamais dissuasif pour des gens qui de toute façon veulent terminer en martyrs. Mais cela dit, les peines, on les a déjà durcies. Là, en l'occurrence, dans le cas de cette personne, il faut regarder exactement ce qui lui était reproché, ce qu'il avait fait et ce à quoi il a été condamné. Mais pour le coup, parce que parfois, à juste titre, on peut critiquer le fait que quelqu'un ait été remis en liberté avant la fin de sa peine, etc. Mais d'après les éléments dont je dispose, il a été condamné à 3 ans, dont 6 mois avec sursis. Il a fait l'intégralité de ces 3 ans si on considère que la détention préventive en droit commun rentre dans le temps de détention. Le problème... Après, il a quand même été placé sur écoute aussi dans le cadre d'une enquête sur les filières djihadistes en Syrie. Il a fait l'objet d'une surveillance dont j'ai dit au début de notre débat que cette surveillance ne permettait pas de par exemple, le mettre en prison. Mais moi, je pense qu'il faut tout tenter, mais rien systématiser. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ces questions-là. C'est la raison pour laquelle, dans la loi dont j'étais le rapporteur, la dernière loi de lutte contre le terrorisme, j'ai accepté que nous mettions les unités de déradicalisation à titre expérimental, mais pas forcément qu'on les systématise. Parce que ça peut être la meilleure comme la pire des choses. Mais ça marche, attendez. La loi, elle a été promulguée il y a 15 jours. Il faut que ça se mette en place. Il faudra des retours d'expérience pour voir ce qui est prévu dans la loi et ce que le Premier ministre a annoncé il y a quelques semaines. Ça va se mettre en place et sous diverses formes expérimentales pour avoir la certitude qu'effectivement, on essaie différentes choses en fonction des différents publics. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On va tout de suite accueillir Karim Yayaoui. On va continuer à parler évidemment du meurtre de ces 2 policiers. On en a parlé évidemment tout au long de la journée sur les réseaux sociaux. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Karim, les hommages qui se sont multipliés après l'assassinat de 2 policiers à Magnanville. C'est vrai, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a souvent partagé cette image qui, en accord avec les familles, a été publiée sur le compte Twitter de la police et qui a largement été relayée par d'autres internautes. Le compte Twitter de la police nationale, donc, et la dessinatrice Louison qui écrit sur son compte Twitter « Voici les visages que nous devons regarder encore et surtout ne pas les oublier ». Le compte Twitter de l'armée de terre adresse ses plus sincères condoléances aux proches des 2 policiers décédés à Magnanville. L'agence France Presse souligne qu'à l'Assemblée nationale, évidemment, il y a eu cet hommage pour les policiers de Magnanville, mais aussi pour les victimes d'Orlando. À la mairie de Paris, le compte Twitter d'Anne Hidalgo a publié cet instant solennel du Conseil de Paris pour rendre hommage à ces 2 policiers. Et puis tout simplement, devant le commissariat de Mantes, des anonymes sont venus poser des fleurs ou des messages de solidarité. Du côté des politiques, on était nombreux à réagir. Jean-Christophe Cambadélis écrit sur son compte Twitter « Il va bientôt manquer des mots pour décrire l'horreur que nous inspirent les attentats aveugles de Daesh ». Certains soulignent que, évidemment, il y a la tristesse, mais ça démontre qu'on peut commettre un crime même en situation d'état d'urgence. La sénatrice Nathalie Goulet aussi fait part de ses inquiétudes. Combien d'Abala dans nos villes se demande-t-elle? Et puis, évidemment, la polémique, notamment relayée ici par le journaliste Guillaume Champeau, qui explique que cet homme a été condamné en 2013, encore sous surveillance, et qui assassine un policier de son quartier. Il est encore en poste Cazeneuve. C'est vrai que c'est une question qui était posée par un certain nombre d'internautes. Du côté des politiques, là, il n'y a pas vraiment d'union nationale. Hein. Exactement, c'est ce que souligne le site du Lab. La droite et le Front National relancent le procès en laxisme du gouvernement de façon plus ou moins claire. Xavier Bertrand écrit sur son compte Twitter « L'État doit mettre hors d'état de nuire tous ceux qui préparent de tels actes ignobles sur notre territoire. » Nicolas Dupont-Aignan, lui, écrit « La France pleure une fois de plus des policiers, mais quand se donnera-t-on vraiment les moyens d'agir » Magnanville. Éric Ciotti est peut-être celui qui est le plus
offensifs du côté du Parti des Républicains. Il faut une vraie prise de conscience de la part du gouvernement, une déclaration sur le site d'e-télévision. Et puis Nicolas Sarkozy s'est exprimé, relayé ici sur le compte Twitter des Républicains. Il explique qu'il faut de nouvelles mesures au-delà de l'état d'urgence dans cette déclaration. En tout cas, on sent bien, comme vous le disiez, qu'il n'y a pas d'union ou d'unité nationale. Les remarques et les critiques pleuvent déjà. Merci beaucoup, merci Karim. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.